Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 351 du podcast. Oh, dis donc. Je décompose de tout maintenant. Du podcast Jean Actuel. On était très heureux de vous retrouver à mes côtés. Vous avez déjà entendu son rire légendaire. C'est Grégory Richard. Bonjour Grégory. Salut Alain et bonjour à tous. On continue de parcourir la draft NFL 2020 poste par poste. Et là, on va parler main violente, on va parler IMC très défaillant parce qu'on a des joueurs très très costauds. Évidemment, il est l'heure. Tu dirais pas ça devant eux, j'en suis sûr. Non, mais souvent ils sont sympas. Bon après, ça dépend les pas du linemen, poste. c'est vrai que c'est pas les plus chiants. Ouais, je sais pas. En fait, dans les interviews, j'étais en train de me remémorer. En fait, je crois ça dépend pas du poste. En fait, ça dépend. Il y a des mecs sympas et des mecs moins sympas à tous les postes, je crois. Ah non, je m'en rappelle, je m'étais fait complètement envoyer rembarrer par un lineman des Patriots dont je citerai pas le nom. Quand j'avais couvert un Super Bowl, il avait été exécrable en interview. Donc non, d'accord. En fait, ils sont pas forcément, c'est pas forcément les plus gentils. Les mecs des équipes spéciales de Denver en 2014 étaient vraiment, vraiment très, très cool. Voilà, c'était pour l'instant name dropping sans donner de nom. Les linemen, donc Grégory, on continue avec le même principe que les émissions précédentes. On donne d'abord les meilleurs répartis en deux chapeaux, donc le top du top et ce qui est un petit peu en dessous. Ensuite, on parlera des énigmes et des bonnes affaires. Le petit mot habituel, Grégory, de début d'émission. Comment on juge cette cuvée de insérer le poste dont nous allons parler, donc ici les linemen offensifs. Alors forcément, du coup, c'est un peu comme le précédent podcast, donc ça va être tackle plus lineman intérieur. Mine de rien, on a quand même deux classes, je trouve, relativement profondes. Surtout en termes de lineman intérieur. C'est vrai que c'est paradoxalement, si je commence à introduire le sujet, on a une classe qui est surtout marquée par pas mal de bons centres. Mais je pense que si on cherche des gardes à un prix relativement abordable, on peut être agréablement surpris au cours de cette cuvée. Après, en termes de tackle, je trouve qu'il y a encore une fois pas mal de profondeur et pas mal de noms qui pourraient sortir au premier. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 5, voire 6 tackles facilement dans cette place. Pas mal du tout. Et bah écoutez, on est parti dans cette émission sur les linemen offensifs. Hey, what's up? This is Nate Burleson, 11-year NFL vet, all over the place in TV right now, and you are listening to the Touchdown Podcast. On commence encore une fois avec 4 hommes dont nous avons parlé dans l'émission Top 15. Ça devient une habitude, mais le chapeau 1, souvent, évidemment, ça fait partie de la crème, donc du Top 15. Il y a 4 joueurs dans le chapeau 1. Les 4, on en a parlé dans le Top 15. Leur nom, c'est Tristan Wirfs, Jedrick Wills, Andrew Thomas et Mekhi Becton. Mekhi Becton. Mekhi Becton, ouais. Ok. 1m96, 145 kg pour Tristan Wirfs. Jedrick Wills, 1m96 pour 145 kg. Andrew Thomas, 1m96 pour 145 kg. Exactement les mêmes dimensions. Et Mekhi Becton, 2m01 pour 167 kg. C'est une montagne. C'est un roc, un cap, une péninsule. Alors, même approche que pour les receveurs et les quarterbacks. Je te pose des questions sur le quatuor plutôt que par joueur. Si vous voulez le détail par joueur, allez voir l'émission Top 15. Qui est un left tackle titulaire en NFL dans le lot? Je vais avoir un avis un peu biaisé parce que moi j'ai toujours été team Andrew Thomas jusqu'au bout, donc je continue de penser qu'il sera meilleur tackle gauche. Après, pour beaucoup d'observateurs, Jedrick Wills a le meilleur potentiel en tout cas en termes de protection de passe pour être vraiment un tackle crédible à l'échelon supérieur, mais c'est très très difficile parce que vraiment sur le papier les 4 ont quand même de sérieux arguments pour être crédibles côté aveugle. Donc on rappelle, c'est 4 tackles. Oui. Les 4 tops de la QV, c'est 4 tackles. Donc, les 4 pourront jouer côté aveugle?
Je pense qu'à terme, c'est- j'avoue, c'est compliqué parce que je suis en train de mixer toutes les qualités des uns et des autres, mais il y a quand même une énorme marge de progression pour beaucoup de ces prospects-là. Je le dis, même Andrew Thomas qui est un petit peu plus laissé en retrait de par son côté justement un peu placement qui fait peur quand on est amené à jouer côté gauche. Je pense qu'il peut s'aguerrir dans ce domaine-là. Donc, non, je pense que peut-être Becton éventuellement, qui, moi, pour le coup, j'étais longtemps team left tackle sur Mekhi Becton et je commence à me dire que c'est celui qui est peut-être le plus amené à jouer à droite. Mais franchement, les quatre ont largement le potentiel. Après, je te dis, si je dois te donner une réponse, pour moi, ce serait plutôt ou Thomas ou Wills. Qui est titulaire jour 1, que ce soit à droite ou à gauche, mais qui tu peux drafter et utiliser sur ta ligne dès le mois de septembre, si tout va bien. Ça dépend beaucoup du point de chute, mais titulaire d'emblée, je te dirais Tristan Wirfs, qui a joué en plus dans un système à Iowa qui est pas non plus, sans lui rappeler beaucoup de systèmes offensifs en NFL. Hein. Kirk Ferentz, c'est le coach d'Iowa, c'est un disciple de Belichick, donc un autre. Donc voilà, du coup, voilà, système NFL, il connaît un petit peu et bon, il reste quand même extrêmement complet. Donc je pense que même si ça restera très dépendant de l'équipe où il est drafté et du groupe dans lequel il arrivera, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit titulaire dès le premier jour en NFL. Quel est le meilleur en protection de passe? De par ce que je te dis tout à l'heure, je dirais plutôt Jedrick Wills. Après, il y a quand même une marge de progression qui est assez importante, notamment, je trouve, pour Thomas et pour Wirfs. Qui est le meilleur à la course? Andrew Thomas. Andrew Thomas. Et qui a le plus gros potentiel? Le plafond, le fameux plafond. Ça dépend dans quelle optique tu vois ça. Moi, je te dirais Tristan Wirfs dans le sens où c'est un joueur qui, je trouve, a quand même un énorme potentiel encore à exploiter malgré le fait qu'il revienne dans beaucoup de top 10 d'observateurs. Après, Mekhi Becton, il y a le côté très excitant où on veut voir jusqu'où cette énorme montagne est capable d'aller, s'il est capable de vraiment étayer sa technique et de vraiment maîtriser son poids, on dira, à bon escient pour être vraiment un tackle gauche crédible. Voilà, si on parle de marge de progression, c'est les deux que je te citerai. Peut-être plus Becton, encore une fois, parce qu'encore une fois, il y a le côté vraiment projet plus excitant que vraiment aguerri à l'heure actuelle. Clairement, 2m01, 167 kg, s'il apprend et s'il développe sa technique, ça peut être assez terrifiant, en effet. Et puis lui, il distribue des tartes. Hein. Lui, Donc, il a des mains violentes. oui, un peu. C'est un puncher. On rappelle le terme technique. Quand tu vas dire qu'ils ont des mains violentes, les linemen offensifs, ça signifie quoi exactement? Ça veut dire qu'ils peuvent être dissuasifs dès le premier contact. C'est-à-dire que voilà, ils ont un usage des mains qui leur permet notamment ou de gagner suffisamment de temps ou carrément de détourner le rusher de son tracé entre guillemets initial. Quoi. En tout cas, Mekhi Becton, ça n'a pas l'air d'être un mec qui prend des décisions très très rapidement parce que alors, j'aime bien regarder, tu sais, leurs majors en termes de diplôme. Et alors, pour Mekhi Becton, son major, il y a marqué Undecided. Donc, le mec est à la fac depuis 3 ans. Visiblement, il n'a même pas choisi de matière principale. Donc, c'est pour dire à quel point on prend les études au sérieux pour les athlètes NCAA. Mekhi Becton, Jedrick Wills, Andrew Thomas, donc c'est le chapeau 1. Et j'ai oublié Tristan Wirfs qui était tout en haut. Le chapeau 2, Josh Jones, César Ruiz, Lloyd Cushenberry. Est-ce qu'il y a un gros écart entre le chapeau 1 et le chapeau 2 en termes de niveau? Donc, je l'ai pas précisé, mais il va sans dire, s'ils étaient dans le top 15 des 4 qu'on a cités, c'est tous début de premier tour. Oui, très clairement. Josh Jones, après, si je réponds à ta question, oui, il y a quand même un gap assez important. Que ce soit Josh Jones ou César Ruiz, qui sont les deux principaux joueurs de ce deuxième chapeau, ça peut osciller entre le premier et le deuxième. Je dirais plus sûrement le premier pour Josh Jones, de par là aussi une faculté à pouvoir évoluer côté gauche. Mais voilà, c'est des joueurs qui peuvent quand même prétendre à être sélectionnés dès le premier jour. Alors là, on a un peu de tout. On a Josh Jones qui est tackle, Ruiz qui est garde et Cushenberry qui est centre. Donc on va commencer par Jones. Il fait 2m01 pour 141 kg. Il sort de la fac de Houston. Alors j'ai peur parce que lui, il aurait un défaut qui est souvent rédhibitoire mais qui nous fait beaucoup rire. C'est le syndrome du tyrannosaure.
Il aurait les bras trop des petits courts. bras. Il aurait les bras trop courts. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est pas ce qui m'a. C'est toujours la même chose. Hein. C'est pas ce qui m'a le plus sauté aux yeux sur les vidéos que je vois de lui du côté de Houston. Après, c'est sûr que le niveau de compétition, puisqu'en l'occurrence, il jouait dans la l'AAC, qui est un peu la 6e meilleure conférence de première division, si je caricature un petit peu. Donc c'est sûr qu'il n'a pas forcément l'opposition qu'ont eu d'autres prospects. Hein. En l'occurrence, Ruiz et Cushenberry, par exemple, c'était un peu autre chose. Mais franchement, c'est un joueur qui est extrêmement sûr, très puissant, hyper mobile quand même pour la position, et c'est ce qui lui permet également quand même d'avoir un potentiel pour jouer éventuellement côté aveugle à l'échelon supérieur. Décrocheur hors pair, je trouve, hyper explosif dès le snap. Il a quand même été performant sur le pass pro dans un système à Houston où ça a beaucoup oscillé entre des pocket passeurs et des quarterbacks très mobiles, et je l'ai souvent senti à l'aise quel que soit le contexte. Donc voilà, ça reste à relativiser. La marge va être un petit peu plus haute. Il y a une technique et un placement notamment pour résister à la pression qui est encore largement perfectible pour ce joueur-là. Et c'est là encore ce qui soulève le point d'interrogation sur son potentiel à jouer en tant que tackle gauche. Ça va revenir assez souvent comme hypothèse, mais voilà, pour Josh Jones, c'est là aussi où le chantier s'annonce le plus vaste. Mais c'est quand même un joueur à énorme potentiel. Et voilà, je serais tout sauf étonné qu'il parte non seulement au premier tour, mais en plus peut-être aux alentours des spots 20-25. César Ruiz, garde qui sort de Michigan, 1m93, 145 kg, donc un poil plus petit. Ça taquine les 2 mètres chez les tackles. On est un peu plus petit souvent à l'intérieur de la ligue. Costaud, est-ce que c'est priorité à la course? Parce que je lisais qu'il avait pas mal pas mal, c'est un bien grand mot, mais des lacunes en tout cas sur la protection de passe. Ah bah pas vraiment. Je trouve que justement c'est un peu un phénomène. Moi je te dirais plutôt l'inverse. Alors c'est vrai qu'à Michigan, il a peut-être été un peu plus amené à montrer de quoi il était capable sur le sol qu'à la passe. Mais je trouve qu'en termes de passe pro, il a quand même montré des choses assez intéressantes. Alors je vais dire tout de suite, tu l'as catégorisé en tant que garde, c'est pas une erreur. Maintenant ce qui est impressionnant avec César Ruiz, c'est que il peut jouer dans beaucoup de registres. Et je pense qu'à terme, ça peut devenir un très bon centre parce qu'il a fini centre du côté de Michigan avec justement, je trouve, une explosivité extrêmement intéressante au snap. Et on sait que ça, chez les centres, c'est quand même quelque chose de très, très appréciable. Maintenant, sa mobilité et son côté, sa facilité, on dira, à décrocher et à être justement très technique, à savoir utiliser ses mains, on le sent peut-être un peu plus utile en tant que garde dans un premier temps en NFL. Plutôt qu'en tant que centre. Voilà. Il a aussi un gabarit extrêmement compact. Alors, ça lui permet de s'adapter, mais c'est vrai qu'il sera peut-être plus réactif vis-à-vis de joueurs un peu plus mobiles que face à des purs bull rushers, face à des gros nose tackles. Et il va peut-être falloir, dans un premier temps, on dira, s'aguerrir dans une position de garde, refaire un peu ses gammes, notamment physiques, pour être capable d'encaisser, on dira, la charge de travail régulière d'un centre au fur et à mesure. Donc voilà, encore une fois, tu n'as pas tort dans ton raisonnement, ça peut être un garde, mais qui présente quand même un assez bon rendement sur le pass pro. Donc voilà, après, il va quand même falloir qu'il développe un petit peu son gabarit pour vraiment être imbougeable, si je peux parler ainsi, voilà, quel que soit l'adversaire qu'il aura face à lui. Bah, tu fais bien de le préciser. Après, c'est vrai que j'avais aussi lu qu'il était en fait très polyvalent sur l'intérieur de la ligne. Donc voilà, ça revient exactement à ce que tu disais. Titulaire immédiat? Il a le potentiel pour, oui, je pense. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, hein, c'est un potentiel premier tour. C'est un joueur, si on a besoin d'un garde, dans l'immédiat, très franchement, César Ruiz, premier jour, ça peut faire l'affaire. Eh ben, tu as répondu à ma question. Du coup, premier tour éventuellement pour César Ruiz de Michigan. Donc Lloyd Cushenberry, il vient de LSU, le champion en titre, 1m93, 143 kg. C'est un centre officiellement, lui, du coup, on peut le dire? C'est plus un centre, ouais. C'est plus un centre. Tout à l'heure, je parlais de la possibilité notamment d'être dissuasif vis-à-vis des nose-tackles. En tout cas, il a démontré plus de facilité dans ce registre-là qu'un César Ruiz à Michigan, je trouve. Est-ce qu'on est sur du solide en termes de QI football? C'est un gros leader, bonne technique et une petite lacune physique. Alors écoute, c'est quand même un joueur qui reste assez puissant. Je pense qu'il manque un peu d'explosivité.
C'est pas, et pourtant, voilà, on l'a déjà vu capable de décrocher. Hein. Je me rappelle de certaines séquences, notamment lors du Senior Bowl, où il avait quand même marqué pas mal de points. Mais ça reste quand même un joueur assez puissant, difficile à bouger, relativement mobile. En fait, son gros défaut, je te dirais, c'est qu'il est complet enfin, il est relativement complet, mais il n'est pas vraiment bluffant dans un domaine en particulier. Et c'est ce qui fait que pour beaucoup, ça peut être un centre correct en NFL. Maintenant, est-ce qu'il a le potentiel pour être vraiment un centre hyper dissuasif, hyper impressionnant? C'est pas encore sûr. Voilà, ça a été un leader de vestiaire. Il fait partie de ces nombreux joueurs de LSU qui ont porté l'emblématique numéro 18, qui est censé mettre en avant le caractère un peu meneur d'homme de certains joueurs des Tigers. En plus, sur une des meilleures lignes du pays en universitaire, la ligne du champion national. On a beau dire que voilà, il y avait l'attaque hyper explosif en 2019, il était déjà bon en 2018 dans une O-line qui l'était également. Donc il y a cette régularité-là. Après, il faut peut-être être un peu plus réactif face à des linemen défensifs un peu plus vifs. Et voilà, ça c'est encore son petit défaut, mais je le dis, peut-être qu'il se montre un peu plus incisif. Pour l'instant, ça manque encore. On dira, il a le caractère, je dirais, mental. Il faut peut-être qu'il montre un peu plus d'intensité sur le terrain pour être peut-être le centre qu'on attend en NFL. Le niveau dans la draft? Pour moi, c'est un deuxième tour. Deuxième tour. Petit aparté, le numéro 18 à LSU, donc ils font quoi? Ils le changent chaque année? Le mec le porte toute l'année? Oui. D'accord, ok. Non, il le porte toute l'année. Alors, généralement, il peut y en avoir un pour l'attaque et un pour la défense. Et voilà, bon, encore une fois, il n'y a pas eu que des grands joueurs NFL qui l'ont porté, mais sur les plus notables ces dernières années, on avait Tre'Davious White ou un peu avant l'ancien defensive tackle des Eagles, dont j'ai oublié le nom, bien entendu. Bon, c'est pas très important. Benny Logan. D'accord. Mais voilà. Tu m'apprends un truc, ils ont le droit d'avoir le même numéro pour un joueur en attaque et un joueur en défense? Bien sûr. D'accord. Ouais. D'accord, bon, tu vois, j'ai appris quelque chose. Du moment qu'ils ne jouent pas en même temps sur la même action, ils peuvent. Ah oui, ça limite ça par contre. C'est ça. Ah oui, c'est marrant ça. Imagine, il y a un coach un peu audacieux qui veut faire rentrer un. C'est déjà arrivé. Il y a déjà eu une action polémique, je crois que c'était à Auburn, où sur une phase défensive, il avait fait jouer 2 joueurs qui avaient le même numéro et c'était un peu passé à la trappe de la part des arbitres. Ah oui, d'accord. Mais Bah oui. légalement, c'est interdit. D'accord, bon, ben ouais, on a appris quelque chose. Voilà donc pour le chapeau 1 et le chapeau 2. Je vous rappelle, le quatuor de tête, évidemment, c'est Tristan Wirfs, Jedrick Wills, Andrew Thomas, Mekhi Becton, pardon, chapeau 2, Josh Jones, César Ruiz et Lloyd Cushenberry. Et tout ce petit monde, du coup, part sur les 2 premiers tours. Non, tu m'as dit Cushenberry, 3? Pour moi, ça peut être 2. deuxième. Il peut descendre au 3e, c'est une classe assez homogène de centre, mais je le vois plutôt partir milieu, fin 2e, grand max. Alors, on va brouiller les cartes sur les tours suivants. Petite pause et on parle énigmes et bonnes affaires. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. On continue ce podcast sur les linemen offensifs de la draft NFL 2020 avec Grégory Richard. Et Grégory, on est parti dans les énigmes. Tu en as choisi 2. Le premier s'appelle Lucas Niang. Il fait 2m01, 149 kg et il arrive des Horned Frogs de TCU avec leur vilain maillot violet. Ouais, j'aime pas le violet. Je suis pas d'accord avec toi. Oui, c'est vrai qu'ils ont une espèce de, ils ont pire, je crois qu'ils ont une espèce de maillot caméléon un peu gris-violet, très moche. Oui, par contre, c'est particulièrement vilain, ouais. Parce que c'est censé représenter les grenouilles vénéneuses, un peu vénères qu'ils ont comme. Ouais, mais tu vois, du coup, le violet, je le trouve déjà un peu plus harmonieux que ce maillot très, très étrange. Je suis en train de regarder en même temps sur Google Images. Même leur mascotte est fou un peu les jetons quand même. Donc, il s'appelle Lucas Niang, je le disais. C'est un grand costaud. Il est mobile. Donc là, on mise sur du potentiel. Qu'est-ce qu'il faut affiner? Alors, qu'est-ce qu'il faut affiner? Il faut affiner forcément, et ça je le dis et je le répète, c'est quelque chose qui doit revenir assez souvent, savoir est-ce qu'il va être capable de jouer côté aveugle. Alors déjà, la première chose, c'est qu'il traîne quand même une petite blessure à la hanche qui est assez préoccupante, surtout quand tu es amené à évoluer sur un poste où tu dois mettre à profit ta mobilité et ton sens de la résistance. Donc voilà, avoir une blessure à cet endroit-là du corps, c'est quand même un peu préjudiciable. Après, en phase active, il est très dominant. C'est d'ailleurs ce qu'en fait un joueur excellent au niveau du sol.
extrêmement synchronisé. Le seul souci, c'est que ça se gâte un petit peu quand justement il se retrouve à devoir protéger le ballon. Et surtout, ce qui pose un peu problème, c'est qu'en l'occurrence à TCU, l'attaque n'est pas vraiment axée sur le jeu à la passe. Et sur les quelques phases offensives où on l'a vu défendre ou en tout cas protéger le quarterback, voilà, il y a un placement qui est extrêmement négligé, une technique, un usage des mains qui est beaucoup plus bâclé. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le voir à droite, ça paraît cohérent parce qu'encore une fois, ça reste quand même un athlète et un joueur relativement mobile. Maintenant, jouer à gauche, ça pose énormément de points d'interrogation et c'est ce qui en fait à l'heure actuelle une énigme pour un joueur qui a longtemps été annoncé en potentiel premier tour. Aujourd'hui, du coup, il se retrouve quand même un petit peu repoussé aux alentours de la fin du deuxième, selon moi. Oui, donc ça reste quand même un joueur Oui. coté. Il y a un potentiel très clair de la part de Lucas Niang. Ça peut, je le dis, on n'est pas à l'abri d'avoir un pari comme on en a un de temps en temps. Alors, il y en a plus un qui me vient sur les postes de lineman intérieur, mais s'il y a une équipe qui est vraiment amoureuse, ils peuvent se dire bon, voilà, à TCU, on l'a pas exploité de la manière dont il fallait, on lui a pas fait voir suffisamment de phases aériennes. Voilà, mais on croit en ses qualités, mais bon, c'est encore une fois, il y a aussi ce point de vue physique qui pose question. Tu veux dire que ça peut être le mec que les Seahawks sélectionnent à la fin du premier tour et que tout le monde se demande pourquoi? Il y en a un tous les ans. Ça peut, et en plus, ils ont drafté un lineman défensif de TCU l'année dernière, donc ils peuvent en drafter un de l'autre côté cette année, c'est pas incompatible. Toi, personnellement, tu y crois? Au fait qu'il aille aux Seahawks ou au fait qu'il joue à gauche? Qu'il joue à gauche et qu'il ait un bel avenir en NFL. Je le pense quand même plus à même de jouer à droite. Bon, ce qui est pas honteux en soi. Oui, non, bien entendu. Non, mais encore une fois, je le dis, sur phase active, notamment sur le jeu au sol, il est intéressant. Après, quitte à l'exploser un petit peu plus sur le jeu à la passe, vaut mieux que le quarterback voit le danger arriver et puisse être réactif. Donc niveau deuxième tour, alors. Oui, je pense. On enchaîne avec, alors je dois le dire, c'est mon préféré de l'émission, Tyler Biadasz. On dit comme ça ou pas? Je savais que tu allais tomber dans le piège. Non, comment on dit alors? Alors, il me semble avoir vu, ou en tout cas entendu, qu'on disait Tyler Biadasz. Biadasz, oui, c'est peut-être pas vu la manière dont c'est écrit, mais c'est possible. C'est vrai qu'à Wisconsin, il est surnommé Tyler Badass. C'est ça, voilà. Et alors, c'est pour ça que je le kiffe. Il s'appelle Tyler Badass. Alors, à mon avis, c'est ses coéquipiers qui ont voulu simplifier la prononciation du coup. Aussi, ouais. Donc voilà, moi, tu te dis ça, déjà, il n'y a pas besoin de poser de questions ou quoi que ce soit. Je le sélectionne. J'ai lu quand même des anecdotes sur lui qui dit qu'il aime le grand air, la ferme et traire les vaches. Donc, donc le gonce bienvenue dans le Wisconsin, quoi. Donc voilà, je vais te dire, c'est un natif du Wisconsin, je précise. Le gonce fait 1,91 pour 143 kilos. Crois-moi que les vaches, elles ont intérêt à avoir les pieds bien accrochés. Parce que franchement, ça doit déménager. J'espère pour elle qu'il n'a pas les mains trop violentes. Tiens d'ailleurs, est-ce qu'il a les mains violentes, Tyler on va dire Tyler. Oui, ça va. Oui, il peut être assez incisif. Ouais, c'est pas un défaut. Bon, j'allais être méchant. J'ai sa photo sous les nez. J'allais dire, en effet, il a une bonne tête de mec du Wisconsin, mais c'est peut-être pas très sympa. Bon, puissant, leader, mais il finit pas ses actions, manque un peu de qualité athlétique. Oui, très clairement. Tu as globalement bien résumé. Alors, c'était le meilleur copain du running back Jonathan Taylor, dont on a parlé dans un précédent podcast, qui a pété tous les records du côté de Wisconsin. Mais autant je parlais de Lucas Niang, qui, on dira, sur les phases aériennes, n'a pas pu se faire la main du côté de TCU. Bon, les linemen intérieurs à Wisconsin, globalement, le jeu au sol, ils connaissent. Oui. Donc, ça, il n'y a pas trop de soucis. Après, puissant, technique, déterminé, en effet, sur le jeu au sol. Gagnerait quand même à finir un peu plus les actions. C'est sûr qu'on n'est pas sur du profil un peu mobile, capable de décrocher, donc il pourra peut-être pas s'adapter à tous les systèmes offensifs NFL. Après, c'est vrai qu'il a un gabarit un peu plus compact. Donc c'est vrai que il y a peut-être un petit déficit de physique, de mobilité, de réactivité tout simplement pour lui permettre vraiment de réussir sur la protection. Donc voilà, un rôle de centre relativement classique, sans trop forcément l'exposer et peut-être pas trop le laisser en homme à homme sur des phases de protection de passe. Ce sera quand même un joueur qui présentera beaucoup de
de conditions, on dira, pour vraiment en faire un joueur important en NFL. Et puis j'ai aussi mis en énigme parce que tout comme Lucas Niang, il y a quand même une fin de saison où il a traîné pas mal de blessures. Alors, je crois que j'ai vu l'épaule, j'ai dû voir la hanche également, j'ai un doute. Mais voilà, c'est un joueur qui a joué beaucoup de rencontres du côté de Wisconsin et qui a fini un petit peu sur les rotules. Donc voilà, il y a aussi un point de vue santé à prendre en considération. On sait qu'il y a des paris qui ont déjà été tentés. Je parlais justement de ces paris de fin de premier tour. Cincinnati, par exemple, qui avait misé sur Billy Price il y a quelques années, le centre d'Ohio State. Ça n'avait pas été très concluant. Donc, est-ce qu'une équipe va le retenter dans le contexte actuel ? J'en suis pas persuadé. Niveau dans la draft, du coup, en prenant en compte tout ça. Si on aime vraiment le joueur, je pense que ce sera fin deuxième tour. Sinon, ce sera plus aux alentours du troisième, je pense. Bon, ça reste quand même plutôt pas mal pour Tyler Badass. J'aimerais bien qu'on du coup on l'autorise à avoir marqué Badass sur son maillot, ça pourrait être cool. À l'époque, en XFL, il aurait pu. C'est ça, à l'époque en XFL, ça se faisait. Je crois que la NBA a fait des soirées où les joueurs avaient le droit d'avoir leur surnom à la place de leur nom de temps en temps. Sans doute. Ils ont dû événementialiser ça de temps en temps. Les bonnes affaires à présent, et on va commencer avec un nom qui va peut-être dire quelque chose à ceux qui suivent la NFL depuis un moment, puisqu'on va parler de Jon Runyan. Runyan, il a exactement le même nom que son père, et il a le même boulot que son père, et il vient de la même fac que son père, qui était lui aussi lineman offensif, donc comme ça, la boucle est bouclée. Jon Runyan, il fait 145 kg pour 1m95, donc c'est un beau bébé. Il vient de Michigan, je n'avais pas précisé la fac. Je lis qu'il manque de puissance et de technique, donc tu mises quoi sur le QI football ? Oui, sur le QI football. Je trouve que athlétiquement, il est quand même pas repoussant, si je peux parler de cette manière-là. Il a montré lors du combine qu'il avait quand même de bonnes qualités athlétiques. Après, c'est vrai que c'est peut-être l'explication un peu facile, mais c'est vrai que quand on regarde beaucoup d'analyses concernant Jon Runyan, on le compare beaucoup à son père, qui était quand même un All-Pro. Oui, c'est un gros joueur. Faut quand même lui laisser le temps. À Michigan, il s'est pas révélé tout de suite non plus, mais je trouve que sur le pass pro, il y a quand même un sens du placement. Tu l'as dit, en effet, il y a une technique qui est quand même encore très très laborieuse, et c'est là-dessus où en effet on se dit que bon, c'est un peu difficile de le concevoir tackle gauche à l'échelon supérieur. Maintenant à droite, de par la mobilité qu'il montre, le côté un petit peu besogneux qu'il peut mettre en avant. Encore une fois, dans un système à Michigan où il a montré qu'il était capable de le faire. Je pense que ça ne va pas être déconnant, mais voilà, tout dépend ce qu'on en attend. Si on attend qu'il devienne un tackle gauche comme son père, on risque d'être un peu déçu. Si on cherche un tackle droit solide, potentiellement titulaire toute la saison sans forcément être extraordinaire, je pense que Jon Runyan, ça peut être un pari à tenter, surtout que on est peut-être plus aux alentours du 5e, 6e tour en l'occurrence s'il vient être sélectionné. Ouais, donc là, on est sur de la vraie bonne affaire. Si tu récupères un titulaire au 5e tour, c'est pas mal. Alors, titulaire sous quelle échéance ? Dès la saison rookie ? Peut-être dès la 2e saison éventuellement. Logan Stenberg, c'est ta deuxième bonne affaire. Logan Stenberg, il nous vient de Kentucky. J'ai pas converti, mais il doit faire 1m98, quelque chose comme ça, et 317 livres, donc c'est un beau bébé aussi. Je vous donnerai les chiffres si vous les voulez. Costaud dans le bas du corps, intelligent, très bon pour contenir son adversaire. Ouais, je pense que ça va devenir un joueur un peu de tête à claque pour beaucoup de franchises. C'est le type de joueur qu'on adore avoir dans son équipe et qu'on déteste avoir en face. Oui, parce que j'ai lu que c'était une brute épaisse un peu qui finit les actions, qui écrase les mecs. Voilà, lui apparemment la définition, nasty, le côté un peu sale, méchant. Il a à peu près admis l'idée. Ça lui a coûté beaucoup de pénalités d'ailleurs du côté de Kentucky. Mais voilà, très clairement, si on cherche un joueur agressif, intense et relativement solide en termes de technique sur le jeu au sol, voilà, avoir un joueur hargneux comme Logan Stenberg, c'est pas déconnant. Alors forcément, athlétiquement, il est un peu plus en retrait par rapport à d'autres. C'est ce qui fait un petit peu baisser sa note. C'est difficile de mettre ce paramètre-là. De toute façon, on l'oublie pas. La NFL, ça reste avant tout la foire aux bestiaux, et il faut forcément montrer des qualités athlétiques indéniables pour être sélectionné très haut. Logan Stenberg est un peu plus rigide, on dirait, dans ce registre-là. Alors, j'ai énormément lu ça, justement, je voulais te poser la question. Concrètement, en termes de limitation pour un lineman offensif NFL, quel est le problème avec le fait de pas être assez souple ? C'est ce qui te permet tout simplement, parce que je le dis, c'est un peu le leitmotiv des franchises, c'est ta manière aussi d'être réactif en fonction de ce que te propose l'adversaire.
Et si tu es incapable de vraiment pouvoir te mouvoir correctement, être suffisamment mobile pour anticiper le coup que va faire ton adversaire, bah, ça devient compliqué et tu risques de te faire ouvrir et de te faire percer la poche systématiquement. Donc voilà. Après, si c'était une science exacte, on n'aurait que des mecs qui étaient sortis au premier tour parce que c'est des phénomènes athlétiques. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération. Je pense encore une fois, de par le côté vraiment intense, bagarreur que Logan Stenberg en NFL, ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, il y a autre chose qui joue contre lui. C'est que du côté de Kentucky en 2019, il n'a pas forcément eu l'occasion de démontrer sa capacité sur le jeu aérien. Puisqu'en l'occurrence, du côté de Kentucky, on parlait des receveurs dans un précédent podcast, mais ils avaient un receveur qui jouait au poste de quarterback, Lynn Bowden. Et en l'occurrence, le but du jeu, c'était plus de lui faciliter les brèches sur le jeu Wildcat, ce qui a parfaitement été capable de faire Stenberg. Mais en l'occurrence, on n'a pas forcément pu voir sa capacité à être vraiment tenace sur le pass pro. Et encore une fois, pour un joueur qui ne présente pas une mobilité, une réactivité dingue, bon, c'est ce qui le fait un petit peu chuter. Après, pour répondre tout de suite à ta question, je pense qu'on est quand même sur une fin de 3e tour, grand maximum début 4e. Donc voilà, il y a de quoi quand même s'en frotter les mains sans forcément considérer Stenberg comme un pur pari sorti de nulle part, quoi. En tout cas, tu viens de me donner une idée d'article. Ce serait de parler justement tu disais, on n'a pas dans la ligue que des joueurs sélectionnés dans les premiers tours parce que c'était des phénomènes physiques. Trouver les meilleurs linemen offensifs, parce que c'est pas une position dont on parle beaucoup, non draftés ou draftés 6-7e, parce qu'il doit y en avoir quand même quelques-uns qui n'étaient pas attendus. Moi, je suis sûr que si tu regardes les escouades de titulaires aujourd'hui au niveau de la ligne offensive, je pense que c'est le plus de postes où tu vas retrouver des 5, 6, 7, voire des non draftés. On a terminé donc ce qui était énigmes et bonnes affaires. C'est l'heure du classement. On en a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a plus pour les linemen. Tu as le choix donc de prendre n'importe qui dans ton équipe. Dans quel ordre tu les sélectionnes? Je m'en fous, c'est subjectif. Donc numéro 1, Andrew Thomas. Andrew Thomas, allez. C'est fait pour ça, c'est le moment subjectif. Numéro 2, Tristan Wirfs. Numéro 3, Derek Wills. Numéro 4, quand même, Bekai Becton, de par le phénomène physique, c'est difficile de passer à côté. Numéro 5, je dirais César Wiz. Numéro 6, Josh Jones. Numéro 7, Sean Berry. Et après, je te dirais Tyler Bayadaz en 8. Enfin, Biedish, pardon, tu vois, mais moi je vais faire avoir. Biedish en 8, Stenberg en 9, Nyang en 10 et Runyan en 11. Runyan en 11, ça marche. Et vous avez le classement donc, de Grégory des 11 linemen. Évidemment, si vous voulez en lire plus, il y a les fiches sur le site, il y a les mock drafts, les comparaisons, les top par poste, enfin voilà, des tonnes et des tonnes de contenu qui arrivent d'ici la draft. Tout ça est complémentaire. Encore une fois, n'hésitez pas à aller sur le site. Merci beaucoup Grégory pour ce nouvel épisode. Toujours un plaisir. Et on vous rappelle que pendant le confinement, le podcast Touchdown Actu est avec vous à raison de 3 émissions par semaine. C'était l'épisode numéro 351. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre pour nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TouchdownActu, les comptes perso @Yellow Radio, ça pour Grégory, @Alamatei pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. On vous rappelle aussi, parce que je le rappelais en début d'émission sur les premières, la draft, c'est du 23 au 25 avril. En tout cas, au moment où on parle, ça n'est pas décalé. Merci encore, Grégory. On vous dit à très bientôt pour un prochain podcast. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDActu. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDActu. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.